Bonsoir, bienvenue sur DigiSchool pour ce nouveau live sur langage et histoire, donc deux notions programme de terminale. Et on va faire comme pour les autres lives, on va essayer de donner des repères clés, des grands concepts, des grandes distinctions, de manière à essayer de vous aider en fait pour ces deux thèmes qui bien sûr sont pas faciles, sont pas évidents. Et donc on va essayer de donner quelques repères, des idées clés, des citations importantes et surtout également essayer de donner des exemples en fait, tirés des auteurs eux-mêmes qui donnent des exemples pour justement rendre plus concret leurs propos. Donc on va tout de suite passer à la première diapo. Et donc, à propos du langage, vous voyez, il y a différentes questions qui sont posées par ce thème, différents problèmes. Je vous rappelle d'ailleurs un point de méthodo très important. Rappelez-vous bien que chaque notion pose un certain nombre de problèmes, un certain nombre de difficultés. Et le jour du bac, il faudra que vous preniez bien conscience que le sujet que vous aurez sous les yeux, le sujet de dissertation, eh bien, demandera à se confronter à l'une des difficultés soulevées par exemple, par le langage ou par l'histoire. Et donc, on va tout de suite voir, vous voyez affiché à l'écran, différentes difficultés qui sont posées, différentes questions qu'on peut poser à propos de cette notion. Tout d'abord, vous voyez comme je vous l'ai noté, il faut d'abord se demander si le langage mérite la confiance qu'on lui accorde généralement. C'est-à-dire qu'on a tendance à accorder beaucoup de confiance à ce que l'on nous dit, et peut-être un peu trop, beaucoup trop même sans doute. Et rappelez-vous bien, ceux qui manipulent très très bien le langage, qui manipulent très bien le discours pour mieux manipuler les gens, ces gens-là, les philosophes les appellent les sophistes. Le sophiste, depuis la Grèce antique, depuis Platon, c'est un homme qui manie extrêmement bien, de manière très aisée, le discours et qui, justement, se sert de ça pour mieux manipuler les foules. Alors que ce soit un homme politique, un orateur, quelqu'un qui a bien compris que plus on peut manier de manière correcte et précise le langage, plus on a une chance, justement, d'agir sur la foule. Une deuxième question qu'on peut poser à propos, et on essaiera d'y répondre, on essaiera de répondre à chacune de ces questions. Une deuxième question, c'est est-ce que finalement le langage humain, le langage, n'est pas ce qui nous distingue de l'animal? Est-ce que ce n'est pas justement ce qui fait notre humanité? C'est-à-dire ce qui nous distingue des simples animaux qui, eux, bien sûr, exprimeraient des choses, ont une voix qui exprime des sentiments, des sensations, des passions, mais il y aurait quelque chose de spécifique au langage humain. On va y venir. Et puis la dernière chose qu'on essaiera de voir, c'est une des questions qu'on peut poser, c'est est-ce que le langage est finalement une expression fidèle de nos pensées? Est-ce qu'il me permet d'exprimer fidèlement mes pensées? Ou est-ce qu'au contraire, il y a certaines idées, certains jugements, certaines pensées que je peux avoir et qui non seulement ont du mal à être formulées, mais surtout peut-être échappent totalement au langage, ne peuvent pas être mises en mots, justement. C'est un des enjeux de cette notion. Alors, justement, on va voir à travers une première référence, justement, on va d'abord se confronter à la question de savoir si le langage est spécifiquement humain. Est-ce qu'on peut parler d'un langage animal? Et aujourd'hui, bien souvent, en éthologie, l'éthologie, je vous rappelle, c'est la science qui étudie le comportement des animaux. Eh bien, bien souvent en éthologie, on parle d'un langage animal. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas une distinction essentielle entre la communication animale et la communication humaine? Eh bien, le premier à donner une réponse à cette question, c'est Aristote. Aristote qui nous dit que l'homme est naturellement fait pour vivre en société. Pourquoi? Parce qu'il possède une raison, une intelligence, qui l'invite à parler avec les autres et à aborder des sujets, la justice, le bien, le mal, bref, qui l'invite à converser avec les autres et à développer des réflexions, des pensées qui sont centrées sur des thèmes très variés. Et la possession de la raison l'invite à développer un langage rationnel. Bref, l'homme a la possibilité, vous voyez comme c'est noté, de développer une parole raisonnée. Et le mot grec qui traduit parole raisonnée, c'est un mot grec qu'on trouve dans certains textes, qui parfois reste entre parenthèses, parce qu'il est essentiel, c'est logos, ce discours rationnel, qui serait donc propre à l'homme, par distinction avec l'animal qui, lui, finalement, ne possède pas de raison, ne possède pas de parole raisonnée. Bref, ne possède pas cette intelligence, logos, qui serait proprement humaine selon Aristote. Et donc, on ne pourrait pas parler, à proprement parler, d'une intelligence animale, mais seulement d'une intelligence humaine. Aristote nous dit, c'est parce qu'il possède la raison que l'homme entre en contact avec ses semblables, pas simplement pour
de manière passionnée, de manière instinctive, avoir des comportements et développer des réactions, mais de manière rationnelle pour produire un discours, vous voyez, qui peut être raisonnable, qui peut être rationnel. Mais par rapport à cette question, vous voyez, c'est un sujet qui peut tomber au bac. Le langage est-il spécifiquement humain? Il y a bien sûr d'autres références possibles, et on va en voir une tout de suite à présent. Une autre référence possible, Descartes, ce philosophe français, XVIIe siècle, qui, à la suite d'Aristote, pour l'instant, se rapproche énormément de lui, puisqu'il affirme, comme Aristote, que le langage, à proprement parler, est propre à l'homme. Il est spécifique, finalement, aux humains. Il va développer une thèse qu'on appelle la thèse des animaux-machines. Alors c'est une thèse qui est assez extrêmement dure vis-à-vis de l'animal, puisqu'elle consiste finalement à dire que l'animal n'est rien de plus qu'une machine, qu'un corps, il ne possède pas d'âme. C'est quelque chose de très mécanique. Le comportement animal est fortement mécanique, c'est-à-dire qu'il se produit instinctivement, mais pas de manière réfléchie. Il se produit presque à l'aveugle, sans qu'il y ait une réflexion à l'origine de ce comportement. Et c'est l'opposition que va développer Descartes entre la parole réfléchie de l'homme et puis le comportement très instinctif de l'animal. Comme dit Descartes, seul l'homme, vous voyez, c'est ce qui est noté ici sur la diapo, seul l'homme a une pensée véritablement. Et la conséquence, c'est que les animaux communiquent uniquement des sensations. Ils communiquent uniquement ce qu'ils éprouvent physiquement, charnellement, ou si vous préférez, ce qu'ils éprouvent corporellement, dans leur chair. Tandis que l'homme, lui, peut communiquer non pas simplement des sensations, mais des pensées. On va donner un exemple tout de suite, c'est l'exemple de la peur. Ce que dit Descartes, c'est que l'homme, comme l'animal, éprouve de la peur. On l'observe dans le comportement animal, l'animal peut être effrayé, tout comme l'homme. La grande différence, c'est que l'animal va éprouver de la peur et va communiquer justement sur le moment présent cette peur qu'il ressent. Tandis que l'homme, lui, peut parler de la peur, peut y penser, sans la ressentir. Vous voyez qu'il a une raison qui lui permet de parler, de penser, bref, de communiquer des choses qui ne sont pas forcément liées à un sentiment présent, des choses qui ne sont pas forcément liées à une sensation présente. Vous savez, en physique, on parle de stimulus, de stimuli, de tout ce qui est provoqué et de tout ce qui interpelle nos sensations et qui vient de l'extérieur. Un stimulus, donc, c'est ce qui interpelle nos sens en venant de l'extérieur. Eh bien, l'animal réagit par rapport à des stimuli présents, par rapport à une sollicitation présente. Ses sens donc sont sollicités et il va réagir de manière instinctive. Tandis que l'homme, lui, peut évoquer la peur, peut évoquer tout un tas de sentiments, d'idées, de jugements, sans éprouver de manière actuelle la peur. Et je peux très bien parler de la peur alors que je l'ai éprouvée il y a des années, des mois, des semaines ou des jours. On va poursuivre donc avec d'autres réflexions à propos du langage. Vous voyez cette idée, est-ce que le langage est l'expression fidèle de nos pensées? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que la pensée s'élabore, si on reste justement avec cette idée qu'elle serait proprement humaine, c'est une hypothèse, on pourra y revenir, il y a cette idée que la pensée s'élabore grâce aux mots, grâce au langage. Et l'enfant, il apprend la langue en même temps que sa pensée se développe. Comme c'est indiqué, vous voyez, l'apprentissage de la langue et de la pensée chez l'enfant, c'est simultané. C'est pour ça que plus il aura accès aux mots, plus on permettra à l'enfant d'avoir un langage de plus en plus varié et riche, plus il aura une chance d'avoir une pensée elle-même riche et développée. C'est pour cela qu'il faut inciter justement à un usage de plus en plus varié et diversifié des mots. Parce que ça a un impact très fort sur la pensée. Et pourquoi? Parce que, si vous voulez, plus on a de mots à notre disposition, plus on peut exprimer de manière nuancée ce que l'on ressent. Ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on vit. Plus notre pensée pourra être exprimée dans ses plus infimes nuances. Parce que si on possède peu de mots, on dira « j'éprouve de la joie, de la douleur », très bien. Mais on aura peut-être davantage à exprimer si on possède des mots tels que nostalgie, mélancolie. Vous voyez, c'est des mots qui peuvent nous permettre d'exprimer de manière plus nuancée notre pensée. Et vous avez un linguiste, Ferdinand de Saussure, il y a une citation qui vous est mise donc sur le diapo, qui nous dit que sans le recours des mots, on serait bien incapable justement de faire la distinction entre deux idées. Comme il l'explique, la pensée, c'est une vraie nébuleuse. C'est quelque chose de très trouble en fait, avant qu'elle soit mise en mots, avant qu'elle soit clarifiée grâce au langage. Maîtriser une langue, vous voyez, c'est ce qui permet fortement à la pensée de se faire, de s'élaborer, bref, de se développer de manière toujours plus riche. Et vous avez un auteur, Hegel, ce philosophe allemand, qui finalement va exprimer fortement cette idée que c'est à travers les mots que nous pensons. Et donc il va développer l'idée suivante. On croit bien souvent que les choses les plus belles, justement, provoquent en nous un véritable silence, que l'on se tait finalement face aux choses les plus belles. On serait sans mots, sans voix, face à des choses magnifiques, une œuvre d'art ou un paysage. Et l'ineffable,
l'ineffable, c'est quoi? C'est justement le fait de se trouver sans voix. Ce serait le signe, justement, qui caractériserait ce qui est beau. Ce qui est beau provoquerait en nous une absence, la difficulté d'exprimer, justement, cette beauté. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en réalité, c'est simplement qu'on n'a pas encore trouvé assez de mots pour dire cette beauté. Toute beauté, tout paysage, toute œuvre d'art peut être exprimée, peut être partagée. Simplement, il faut développer toujours plus notre langage. Et ainsi, nous parviendrons à exprimer de manière toujours plus nuancée, vous voyez, ce que l'on ressent, ce que l'on vit face à une œuvre d'art, face à un environnement, face à un paysage quel qu'il soit. Donc on va poursuivre justement toujours sur cette idée, est-ce que le langage nous permet d'exprimer fidèlement notre pensée, avec une référence cette fois-ci littéraire. Parce que je vais faire un point de méthode très rapide, on l'avait évoqué justement à travers les différents lives qu'on a fait dans l'année. N'hésitez pas à faire des références de français littéraire. N'hésitez pas à faire appel à ce que vous voyez dans les autres cours, en français, en littérature, même les précédentes années, ce que vous avez vu en seconde, en première, et bien sûr en terminale. Parce que ça permettra d'enrichir énormément votre dissertation. Votre travail sera énormément enrichi si vous faites appel à une culture générale, vous voyez. Donc piochez, dès que vous avez l'impression qu'il y a telle référence littéraire qui pourrait servir, surtout, vous pouvez y faire appel. Et George Orwell, c'est un romancier qui a écrit un roman, 1984, et c'est l'histoire, si vous voulez, il se projette dans le futur, et il imagine une société totalitaire parfaitement esclavagiste, finalement, qui a trouvé un moyen de mieux manipuler les gens. Ce moyen, c'est de créer, d'imposer un nouveau langage, ce que Orwell appelle le novlangue, ce nouveau langage. Un langage qui doit être adopté par la population. Alors pourquoi le gouvernement, pourquoi le pouvoir a intérêt à créer de toutes pièces comme ça un nouveau langage pour mieux manipuler les gens? Parce qu'ils ont bien compris que ce nouveau langage que l'on imposera à la population sera extrêmement pauvre. Ce sera les mots strictement nécessaires. Justement, ce sera un langage dépourvu de toute nuance, dépourvu de beaucoup d'adjectifs, un langage très pauvre. Pourquoi ils imposent ça à la population? Parce qu'ils ont compris qu'en imposant un langage très pauvre, ça empêchera les gens de développer une pensée riche. Ça empêchera les gens d'exprimer, grâce à des mots, les nuances de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent. Et comme le dit Orwell, vous voyez, vous pouvez faire appel à des citations. Le véritable but d'une œuvre langue, c'est de restreindre les limites de la pensée. Pourquoi? Parce que le langage est tellement pauvre que je n'ai plus de mots pour exprimer la richesse de l'esprit, la richesse de la pensée. Et également, comme il l'écrit, chaque année de moins en moins de mots, et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Le champ de la conscience de plus en plus restreint, ça signifie qu'il y a de moins en moins de liberté, en fait. De liberté dans le choix des mots. Il y a de moins en moins de capacité à exprimer de manière riche, en fait, notre pensée. Parce que nous avons de moins en moins de mots à notre disposition. Alors, s'il y a quelques premières questions, on peut y répondre. Oui, Sabrina qui nous demande de repréciser un peu la notion d'homme-machine, qui parle, j'ai pas bien compris la question, qui parle d'homme-machine contrairement à Descartes. À part Descartes, peut-être. Alors, il y a, en fait, la question, c'est à propos de homme-machine, animal-machine. Alors, il y a deux choses à distinguer, en fait. C'est que animal-machine, c'est Descartes qui en parle, et ça signifie, vous voyez, que l'animal n'est ni plus ni moins qu'un corps, un mécanisme dépourvu d'intelligence. C'est extrêmement dur envers l'animal. C'est un mécanisme dépourvu d'intelligence, instinctif, qui n'a aucune raison, aucune intelligence. Après, l'homme-machine, ça vous l'avez peut-être vu en cours, c'est la thèse d'un philosophe du XVIIe siècle, qu'on n'a pas évoqué là, mais c'est bien d'y faire référence. C'est la thèse d'un philosophe, Lamétrie, L-A-M-E-2-T-R-I-E, Lamétrie, qui est, je crois, contemporain de Descartes, et qui va développer l'idée de l'homme-machine. Il va comparer finalement l'homme à une véritable machine, il va comparer l'organisme à une machine très complexe. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler en philosophie le matérialisme. Pourquoi le matérialisme? Lamétrie, il illustre ce qu'on appelle en philosophie le matérialisme, c'est-à-dire l'idée finalement que comprendre l'organisme vivant, c'est le rabattre, c'est le ramener à simplement de la matière, à un corps finalement, sans faire référence à une âme, sans faire référence à quelque chose d'immatériel. Donc on réduit l'homme à une machine. S'il y a d'autres questions, on peut y répondre. Oui, on a Sabrina toujours qui nous demande si tu peux faire une note sur le langage de l'enfant, et notamment Kant. Alors, le langage de l'enfant, la question c'est par rapport au langage de l'enfant et chez Kant. Alors,
On a évoqué rapidement en fait, le langage de l'enfant en disant que c'était simultané, l'apprentissage de la pensée était simultané avec l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire que l'enfant va développer sa pensée en même temps qu'il apprend des mots. D'où la nécessité de lui proposer le maximum de mots possible. Ensuite, à propos de Kant, je n'ai pas du tout en tête ce que dit Kant à propos du langage, mais beaucoup de penseurs, Descartes, et puis également Piaget, Piaget, exactement ont la thèse suivante qui consiste à dire qu'il faut absolument enrichir la pensée de l'enfant grâce à des mots toujours nouveaux. Pourquoi? Parce que l'enfant va justement se développer grâce aux mots. Et vous savez, c'est l'idée selon laquelle moins il y aura de mots M-O-T-S, plus il y aura des mots M-A-U-X. C'est-à-dire que la violence surgit très souvent et très certainement lorsque nous n'avons pas assez de mots pour exprimer ce que l'on ressent. Nous allons en passer par la violence lorsque justement nous n'arrivons pas à exprimer verbalement, à exprimer grâce au langage, eh bien, ce que l'on ressent. C'est à peu près ce que l'on pourrait dire ici à propos du lien entre l'enfance et le langage. D'autres questions? Oui, une petite dernière. Myriam qui nous demande quel genre de sujet pourrait tomber sur le langage, si tu as des... Alors, la question donc c'est quel genre de sujet pourrait tomber sur le langage? Vous le savez, comme pour la plupart des notions, pour toutes les notions, il y a un nombre considérable de sujets qui peuvent tomber, mais il y a, et c'est ça qui est important, il y a des sujets très classiques qui vont revenir, enfin disons qui ont de grandes chances de revenir, pas exactement sous la même forme qu'ils ont pu déjà être posés, mais en tout cas sous des formulations proches en fait. On l'a vu à l'instant, le langage est-il l'expression fidèle de nos pensées? Ou également, le langage est-il proprement humain? Mais également, le langage est-il parfaitement lié à la conscience? Est-ce qu'il y a une part du langage qui échappe à la conscience? C'était un sujet, je viens de retrouver la formulation, c'était y a-t-il une part du langage qui échappe à la conscience? Bref, est-ce que l'on peut en fait trouver à travers l'inconscient un langage? Et c'est la thèse de Freud. Ce que dit Freud, c'est que décrypter, comprendre l'inconscient, c'est le déchiffrer. Et c'est interpréter les rêves, c'est mieux comprendre l'inconscient. L'inconscient a son langage. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'inconscient est un ensemble de désirs refoulés que nous devons déchiffrer, que nous devons mieux comprendre. L'inconscient a ses signes. L'inconscient, il a ses manifestations. Alors ça va être des lapsus, ça va être les rêves, qui sont des manifestations de l'inconscient que nous devons parfaitement interpréter. Ensuite, ce qui est important à propos du langage, c'est de bien voir qu'il est lié, on va le voir à l'histoire, qu'il est lié à la conscience, puisque finalement, la conscience permet-elle de développer un langage, est-ce proprement humain? Mais la conscience, le langage, est également lié à l'art. L'œuvre d'art a-t-elle son propre langage? Le langage et art peuvent-ils être liés? Est-ce qu'on peut parler d'un langage à travers l'œuvre d'art? Est-ce que le langage, c'est simplement un ensemble de mots écrits sur le papier? Est-ce qu'au contraire, on ne peut pas dire que l'œuvre d'art a justement son langage et qu'il faut interpréter? Vous aviez un sujet qui était lié au chapitre sur l'art et sur le langage qui s'intitulait de manière suivante « L'œuvre d'art a-t-elle un sens ?» Et toute la question, c'était de savoir si l'œuvre d'art possédait un sens en elle-même. Et donc, l'œuvre d'art, elle exprimait, vous voyez, le langage de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, est-ce qu'elle exprime en fait quelque chose en elle-même? Ou est-ce qu'en fait c'est l'homme, est-ce que c'est le spectateur qui projette sur l'œuvre d'art un sens qu'elle n'a peut-être pas en elle-même? C'est l'opposition entre objectif et subjectif. Je vous répète une dernière fois, l'œuvre d'art a-t-elle objectivement un sens? Est-ce qu'elle a effectivement un sens en elle-même? Ou est-ce que c'est l'homme qui, très subjectivement, très librement, en tant que spectateur, va projeter sur l'œuvre d'art un sens? On en a d'autres si tu veux, si tu as le temps. Poursuivons avec les questions. Marlène qui nous dit en quoi la diversité du langage pose-t-elle problème dans la société? Alors la question c'est en quoi la diversité du langage pose-t-elle problème au sein des sociétés, au sein de la société ou au sein des sociétés? C'est que bien sûr c'est un problème de communication, c'est-à-dire qu'il faut s'efforcer de faciliter la communication au sein des sociétés. Parce que la communication, c'est sans doute cela, justement comme on l'a évoqué, qui peut être un remède à la violence. Plus il y a de communication, plus sans doute il peut y avoir un remède ici proposé à la violence. Mais ce n'est pas n'importe quel type de communication qui permet d'échapper à la violence, bien sûr. Parce que comme on l'avait évoqué dans le chapitre sur la religion, vous avez une communication intolérante, une communication violente. Donc la communication, c'est un des moyens, un des remèdes contre la violence. Exemple, lorsque je recours aux mots plutôt que de recourir à la violence physique. Là, d'accord. Mais un discours, une parole, peut être extrêmement violente. Donc le langage peut posséder évidemment en lui-même sa violence. Et on voit les ravages provoqués par le langage. L'injure, le discours injurieux, évidemment, a une violence qui n'est pas physique, mais qui peut être
une violence d'ordre psychologique. Et on peut parler d'un harcèlement à travers justement un certain usage du langage, un langage injurieux qui constitue un harcèlement. La diversité des langues, du coup, pose un problème puisqu'elle empêche les hommes de manière très facile de communiquer puisqu'ils doivent s'approprier des langues étrangères. Et c'est toute la question de s'ouvrir justement au langage étranger. Ici, vous pouvez faire référence à Merleau-Ponty. Merleau-Ponty qui insiste sur quelque chose d'essentiel, qui est le dialogue. Il nous dit ce qui constitue notre humanité, c'est la capacité que nous avons à dialoguer, à ne pas simplement recourir à la violence, mais à entamer un dialogue avec l'autre. Et dialoguer avec l'autre, c'est reconnaître que c'est un homme comme moi, c'est reconnaître son humanité, c'est reconnaître qu'il est capable de converser, de proposer des idées, c'est s'ouvrir donc à autrui, s'ouvrir à l'altérité, s'ouvrir à l'échange. Alors on va poursuivre justement, on va continuer à travers d'autres diapos, et ici, une référence importante, toujours pour le sujet, le langage est-il l'expression fidèle de nos pensées? C'est Bergson. Bergson qui dit « Le langage commun qu'on utilise en tous les jours, en lui-même, il exprime difficilement la richesse de nos pensées. » C'est-à-dire qu'on a vu jusqu'à présent que plus j'enrichis mon langage, plus j'ai une chance d'exprimer des nuances que je peux ressentir. Mais ce que va nous dire Bergson, c'est qu'on aura toujours énormément de mal, même si on a un vocabulaire varié, d'exprimer ce qui est très subjectif, ce qui est très intime, un vécu. Exemple, il va donner l'exemple de l'amour. Une formulation très commune, je t'aime. Bon, ça ne dit pas, c'est une formulation très commune, tellement commune, qu'elle a beaucoup de chances de ne pas dire la singularité du sentiment qui est vécu par telle personne vis-à-vis de telle autre. Rien de plus banal qu'une telle formule. Une telle formule qui a bien du mal, comme dit Bergson, à dire la vérité de l'amour. Alors, est-ce que ça signifie qu'on est condamné à employer des mots qui ne pourront jamais dire toute la richesse en fait, de ce que l'on ressent? Ce que va dire Bergson, c'est qu'il y a un certain type de langage qui permet de dire infiniment plus. Et c'est le langage poétique. En recourant à la métaphore, par exemple, en recourant à des images poétiques, on peut, grâce à ça, dire un peu plus, exprimer de manière plus riche ce que l'on ressent, ce qui est justement très subjectif, ce qui est vécu de manière très personnelle. Vous voyez? Donc c'est une référence importante que vous pouvez utiliser, qui consiste à nous dire que le langage commun n'est pas l'expression fidèle de nos pensées. Il faut un certain type de langage, oui, en l'occurrence le langage poétique. Voilà pour ce sujet. On va continuer à travers ces thèmes, langage, et puis on va venir à l'histoire, justement. L'histoire qui, pareil, soulève des problèmes, des difficultés, des questions. Et il faut bien que vous distinguiez deux sens, en fait, du mot histoire. En un premier sens, l'histoire, c'est simplement l'ensemble de ce qui est vécu. L'ensemble de ce qui est vécu par les hommes. En un second sens, c'est pas simplement ce qui est vécu, ce que l'on vit, c'est la connaissance, en fait. La connaissance que l'on développe de ce vécu. La connaissance qu'on va développer de ces événements. Et c'est là où ça correspond, donc, à ce que l'on nomme histoire, au sens de la discipline qui est enseignée à l'école, au collège, au lycée et plus tard. L'histoire, dans ce second sens, c'est la connaissance que l'on va essayer d'obtenir des événements qui ont été vécus. Je vous ai rappelé, je vous ai noté l'étymologie, parce que souvent, pour comprendre une notion, il faut partir de son origine, ça donne des lumières, en fait, sur la notion. En l'occurrence, ici, ça vient d'historia, ce mot grec, qui donne un éclairage, justement, sur l'histoire, puisque ça signifie bien que l'historien, c'est une démarche d'enquêteur. Il enquête sur le passé humain. Il essaye de comprendre le sens, en fait, des événements qui ont été vécus. Est-ce qu'il y a un sens? C'est toute la question. Et justement, vous voyez qu'en apparence, de manière très immédiate, lorsqu'on se penche un peu sur l'histoire, lorsqu'on regarde un peu ce qui a été fait avant, tout ça paraît très désordonné, chaotique, c'est-à-dire un vaste désordre. Quand on voit tous ces empires qui se sont succédés, ces civilisations, ces événements par milliers qui ont eu lieu, on a du mal à repérer un sens dans tout ça. Et on se pose vraiment la question, est-ce que l'histoire possède un sens? Est-ce qu'elle n'est pas absurde? Est-ce qu'elle ne serait pas dépourvue de sens? Et c'est justement des questions que l'on peut poser. Donc on va poursuivre justement, à travers cette notion, un questionnement sur l'histoire a-t-elle un sens? Donc, on va commencer à voir un prochain sujet qui peut tomber. L'histoire a-t-elle un sens? À travers une autre diapo. Qu'est-ce qui finalement détermine le cours de l'histoire? Je vous ai mis ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui finalement donne sens en fait à l'histoire? Qu'est-ce qui a un impact aussi fort qui va orienter le cours de l'histoire, orienter le cours des événements? Et là, vous avez des références importantes que vous pouvez utiliser. Hegel, vous voyez, on revient à Hegel, mais cette fois-ci sur le thème sur l'histoire. Hegel qui parle du grand homme, qui est en fait cet individu passionné
qui a un but bien déterminé et qui va mettre toutes ses forces au service d'un but justement bien précis. Il ne va pas poursuivre un idéal vague, mais il va concentrer son énergie pour réaliser une tâche qu'il s'est donnée. Le grand homme, c'est celui qui va être énergique, bien sûr, mais qui va, dans l'histoire, percevoir le déclin de certaines institutions. Exemple, César. César, c'est un exemple, Jules César, l'empereur, le dictateur romain, qui est un exemple de grand homme. Pourquoi pour Hegel? Pourquoi Jules César? Parce qu'il a perçu assez rapidement le caractère décadent de la République romaine. Et il a proposé un autre régime. Il s'est fait assassiner justement par les républicains qui ne voulaient pas de cet autre régime. Et bien souvent, le grand homme, c'est lui qui propose de nouvelles institutions et qui se heurte aux partisans de l'ancien ordre, qui se heurte aux partisans des anciens jours, de ceux qui tiennent de manière conservatrice, ils se heurtent aux conservateurs, ceux qui tiennent vivement à leurs institutions, même si elles sont parfaitement décadentes, ils ne veulent pas en changer. Marx, également, référence très importante à la suite de Hegel, qui va nous dire, ce qui est déterminant, ce n'est pas tant tel ou tel individu passionné, ce n'est pas tel grand homme, tel individu qui serait énergique. Non, ce qui est déterminant vraiment pour Marx, c'est plus large, ce sont des luttes entre classes sociales. Vous voyez, ce n'est pas un homme, Churchill, De Gaulle, Napoléon, Alexandre le Grand, César. C'est plus que ça. Ce sont des classes sociales qui s'affrontent. Ce qui est déterminant dans le cours de l'histoire, c'est la lutte entre les classes sociales. Exemple, la bourgeoisie et le prolétariat. Chacune défend des intérêts. Chacune défend ses intérêts, qui sont strictement économiques. Et vous avez des rapports de force entre ceux qui sont dominés et ceux qui sont dominants. La bourgeoisie qui exploite le prolétariat. Et chacune essaye tant bien que mal de défendre ses intérêts. Eh bien, ce qui va déterminer donc l'histoire, c'est cette tension croissante entre les classes sociales. Et qui, selon Marx, ne peut qu'aboutir, au bout d'un moment, à une révolution du prolétariat, qui va vouloir se libérer de ses chaînes parce qu'ils sont asservis, exploités par la bourgeoisie. Et c'est là où vous devez bien faire le lien avec, vous voyez, le chapitre travail et technique. Encore une fois, pour le bac, un point méthodo, pensez bien à faire le lien entre tel chapitre et tel autre. Exemple, si vous avez un sujet sur le sens de l'histoire, le cours de l'histoire, et que vous faites appel à Marx, puisez, n'hésitez pas à puiser dans d'autres chapitres, par exemple, travail et technique. On va poursuivre donc avec une question à propos de l'histoire. Si c'est un récit subjectif, mais s'il y a d'abord des questions qui sont posées, on peut y répondre avant de commencer un autre point. Quelques-unes. Faïmina qui demande est-ce que l'histoire peut être considérée comme une science? Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que l'histoire peut être considérée comme une science? Je la laisse juste pour dans quelques minutes, puisqu'en fait, c'est très lié à ce qu'on va faire en fait, dans les prochaines minutes. Donc, on va essayer de répondre à cette question très vite. On a encore beaucoup de questions sur le langage. Si tu veux bien y revenir rapidement. Sarah qui demande est-ce qu'on peut penser sans le langage? Alors, une question, est-ce qu'on peut penser sur le langage avec Hegel, c'est difficile. On ne peut pas penser avec le langage, puisque c'est le langage seul qui me permet de concrétiser ma pensée, de donner une forme très précise à ma pensée. Plus j'aurai de mots, plus je peux penser. Mais vous voyez bien que Hegel, ce n'est pas l'unique référence et que Bergson apporte une nuance à ça. Il nous dit, mais attention, il y a des pensées énormes qui échappent au langage. Donc là, vous avez une tension que vous pouvez exploiter entre Hegel et Bergson. Puisque Bergson nous dit bien sûr qu'on pense sans le langage, et le langage est souvent incapable d'exprimer la richesse de nos pensées, comme on l'a vu précédemment. Sabrina qui voudrait savoir, est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est le grand homme? Alors, la question c'est juste de revenir rapidement sur le grand homme. Le grand homme, c'est, à travers l'histoire, certains individus qui ont démontré énormément d'énergie, une telle énergie qu'ils ont renversé certaines institutions en place. Par exemple, qui ont renversé certains régimes politiques et qui ont souhaité mettre en place un autre régime politique. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, en fait, que l'ancien régime était parfaitement décadent, corrompu, si vous voulez. Exemple, la République romaine. Les sénateurs qui étaient corrompus, il a fallu passer à un autre régime politique. Et bien, c'est cette énergie-là qui oriente justement le cours de l'histoire, puisque l'on passe d'un régime politique à un autre. Pardon, j'arrive, je cherchais une emoji feu. Sabrina qui demande encore, est-ce qu'on peut parler de Baudelaire en exemple pour un certain type de langage poétique avec les fleurs du mal, par exemple? Enfin, est-ce que c'est pertinent de citer Baudelaire? Alors, oui, bien sûr. Donc là, la question est importante, puisqu'en fait, justement, c'est ce que j'essaye de vous dire, c'est que il faut, dès que vous pouvez, en effet, c'est vraiment bien si vous pouvez faire appel à des références littéraires. En plus, Baudelaire, c'est une référence que vous avez pu croiser au lycée ou même dès le collège. Et donc, c'est extrêmement pertinent, puisque le langage poétique de Baudelaire, c'est un des langages
qu'a même en tête Bergson, et qui est si riche, qui peut nous permettre de dire justement, et d'exprimer des sentiments, l'amour, la joie, la nostalgie, de manière très nuancée et riche, contrairement au langage commun, en fait, qui est assez pauvre, comparé, par exemple, à ce que peut faire Baudelaire. Quelqu'un qui me demande, j'arrive pas à prononcer son pseudo, mais est-ce que parler c'est agir quand on dit par exemple je te promets que, etc. Est-ce qu'on est dans l'action? La question, c'est est-ce que parler, c'est agir? Est-ce qu'on est dans l'action quand on parle? En grande partie, bien sûr, il y a des paroles qui sont de véritables actes. Ils ont un tel impact en fait sur autrui et même sur moi, ce sont de véritables actions. Exemple, en effet, la promesse, je te promets, c'est un acte puisqu'en fait, ça va avoir un impact très fort sur mon avenir et sur l'avenir de la personne. Pourquoi? Parce que c'est un impact sur mon avenir puisque je dois tenir la promesse et c'est un impact sur autrui puisqu'il s'attend à ce que je tienne ma promesse. C'est un impact si fort que c'est une véritable action, si par action on entend tout ce qui peut changer justement à une certaine échelle le monde dans lequel on vit en fait, du moins notre existence. Une petite dernière pour la route, Luna qui nous demande si est-ce qu'une société est viable sans le langage? Alors la question c'est est-ce qu'une société est viable? Est-ce qu'on peut vivre dans une société sans langage? Si on fait référence aux philosophes justement qu'on a cités, ça paraît difficile parce que le langage, c'est ce qui nous permet de communiquer des sentiments, des pensées, plutôt qu'en fait d'en venir aux mains et à la violence tout de suite de manière animale et instinctive. Le langage, c'est ce qui permet de développer des discours un peu rationnels et de ne pas tomber dans tout de suite la violence. Donc c'est difficile de bâtir une société sans langage pour ces raisons, justement. Donc, on peut venir justement à la question que vous voyez inscrite sur l'écran. L'histoire, est-ce que c'est un récit objectif? C'est-à-dire, objectif, est-ce que c'est une science finalement? Si par science, on entend justement une démarche objective. Rappelez-vous ce qui différencie ce qui est subjectif de ce qui est objectif. Ce qui est objectif, c'est ce qui ne dépend pas d'un individu, mais c'est ce qui est réellement, effectivement là, présent, ce qui est réel, ce qui ne dépend pas d'un sujet, d'un individu. Ce qui est subjectif, c'est au contraire tout ce qui est créé par un sujet, tout ce qui est créé par une personne, par un individu. Et donc, est-ce que l'histoire, c'est un récit objectif, c'est-à-dire est-ce que c'est un ensemble d'événements que je ne ferais que recueillir, mais qui ne dépendraient pas de moi, c'est-à-dire je laisserais les faits parler d'eux-mêmes. Ça signifie, lorsque je serais dans une démarche d'historien, l'histoire serait objective, ce serait une science, si je me contente simplement de recueillir les faits, sans mettre en avant ma subjectivité, sans mettre en avant mes goûts et mes préférences. Et c'est l'un des enjeux. L'histoire est une science si l'historien se comporte de manière objective. C'est-à-dire s'il respecte justement cette valeur essentielle à toute démarche scientifique, l'objectivité. C'est-à-dire s'il ne met pas en avant sa subjectivité, s'il ne met pas en avant ses goûts et ses préférences personnelles. C'est pour ça qu'elle est difficilement acquise, vous voyez comme c'est noté au tableau. Pourquoi elle est difficilement acquise? Parce que très souvent, l'historien et même l'ensemble des personnes, on tombe justement très rapidement dans une logique partisane. Je vous l'ai mis au tableau, ça signifie que très vite, on a tendance à prendre parti et à mettre en avant qu'on a tel ou tel parti pris religieux, politique, et on met en avant très rapidement nos convictions politiques, religieuses, tout ça. Or, l'historien, s'il veut être scientifique, doit surtout éviter, et c'est un des enjeux, de mettre en avant tout ce qui est de l'ordre de ses convictions personnelles. Tout ce qui est de l'ordre de ses partis pris, religieux, politiques, tout ce que vous voulez, scientifiques même, artistiques plutôt. Donc, surtout, ici vous comprenez que l'objectivité, c'est peut-être plus de l'ordre d'un idéal, d'une valeur qu'il faut essayer de préserver, plutôt que d'une réalité, parce que dans la réalité, on est très très souvent subjectif et on met en avant nos goûts et nos préférences. On va poursuivre donc cette réflexion. Et vous avez un écrivain français du XVIIe siècle, Fénelon, qui n'est pas souvent cité, mais justement, je vous rappelle que l'idéal, c'est un peu de se démarquer au bac, de faire appel à des références qui peuvent être variées, moins classiques, qui restent bien sûr philosophiques ou littéraires, bref, qui restent de l'ordre d'une culture générale, vous voyez. Mais faire appel à Aristote, Kant et Descartes, c'est excellent, mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez des références, encore une fois, littéraires ou philosophiques, mais même moins connues, à y faire appel. Fénelon nous dit justement que le bon historien ne doit être, comme il dit, d'aucun temps, d'aucun lieu. Ça signifie qu'il doit être neutre, en fait. C'est extrêmement difficile. Il doit faire abstraction du temps, de l'époque dans laquelle il vit, et se plonger dans le passé, mais pour vraiment comprendre le passé, vous voyez, en lui-même, pour lui-même. Comprendre le passé tel que vraiment il s'est déroulé, sans mettre en avant, eh bien, les convictions de son temps présent, les convictions de son époque à lui. Il faut mettre sur le devant de la scène l'époque qu'il a choisi d'étudier, et non pas son époque, non pas sa propre personne, voyez.
de manière à, comme je vous l'ai mis, hein, c'est l'objectif, parvenir à une restitution neutre des événements. Ici, vraiment objectif, il faut le prendre comme synonyme, une objectivité, il faut le prendre comme synonyme de neutralité. Voilà à peu près ce qu'on peut commencer à dire, vous voyez, par rapport à cette question. Est-ce que maintenant, il y a des questions de méthode ou d'autres questions? Oui, on a même des questions en sujet avec le. Alors, peut-on juger objectivement un fait historique, sachant que l'historien peut être influencé par sa culture, ses idées? Voilà, donc c'est ce qu'on disait, vous voyez. La question, c'est est-ce qu'on peut juger objectivement un fait historique, sachant que on est très rapidement influencé par notre culture, nos idées. Bah, c'est toute la difficulté. Et c'est ce qu'on a évoqué à l'instant. Donc évidemment, c'est difficile de parvenir à l'objectivité parce qu'on mettrait souvent en avant notre subjectivité. Sabrina, pouvez-vous nous dire quels sont les repères à utiliser pour le langage et l'histoire? Alors la question, c'est d'ordre méthodo et c'est important, c'est quels sont les repères à utiliser pour langage et histoire. Pour l'histoire, puisqu'on y est à l'instant, d'abord, moi je vous conseillerais de prendre comme repère le plus important nécessaire et contingent. Pourquoi? Parce que est-ce que l'enchaînement des événements historiques a sa nécessité? C'est-à-dire, est-ce que c'est nécessaire que telle civilisation succède à une autre? Ou bien est-ce que c'est complètement contingent? Et je vous rappelle la signification de ce mot. Ce qui est contingent, c'est précisément ce qui n'a aucune nécessité, c'est-à-dire c'est ce qui peut être ou ne pas être, c'est ce qui peut être autrement, c'est ce qui est absolument pas nécessaire. Est-ce que le cours de l'histoire est parfaitement contingent ou est-ce qu'il est nécessaire? C'est un des repères que vous pouvez utiliser. Également, un autre repère pour l'histoire, idéal et réel. Est-ce que l'objectivité, c'est un idéal ou est-ce que c'est une réalité? Ça, c'est ce qu'on a vu. Également, pour le langage, les repères que vous pouvez utiliser pour ce thème, c'est, vous savez, singulier, particulier, universel, général. Pourquoi vous pouvez utiliser ce repère et pourquoi ce repère est important pour ce sujet? Parce que, est-ce que le langage est tellement général qu'il ne me permettrait pas de dire ma singularité? C'est ce que dit Bergson. Ou est-ce que le langage peut justement exprimer le vécu, exprimer de manière très nuancée les pensées? C'est ce que diraient Descartes, Aristote et même Hegel. Vous voyez, vous avez une opposition qu'on retrouve entre Bergson d'un côté et puis les autres de l'autre. C'est certains des repères qu'on peut mettre en œuvre. Alors, Michael qui nous demande, pouvez-vous développer un peu l'idée de Hegel sur la fin de l'histoire? La question qui est posée, c'est à propos de Hegel, c'est une idée qu'on n'a pas vue à l'instant, la fin de l'histoire. On parle souvent d'une fin de l'histoire chez Hegel. Alors, tout de suite, il faut faire une croix sur un préjugé. Vous voyez, la philosophie, c'est ça, c'est lutter contre des idées toutes faites. Il y a une idée toute faite qui consiste à dire que la fin de l'histoire, c'est que l'histoire s'arrêterait. Mais si Hegel avait pensé ça, ce serait absurde. Et vous doutez que Hegel, quand il parle de la fin de l'histoire, bien sûr qu'il ne veut pas dire que l'histoire s'est arrêtée. Non, ce qui s'est arrêté, c'est peut-être un certain type d'objectif. Ce qui s'est arrêté, c'est un certain sens de l'histoire qui a été mis entre parenthèses. Ce qui s'est arrêté, c'est une certaine avancée des civilisations. Pour Hegel, à un moment donné, il y a un objectif qui a été atteint et qui a pu se perdre. Et cet objectif a été atteint aux alentours du XIXe siècle, début du XIXe siècle. Bref, il a considéré qu'il y a eu un objectif qui a été atteint. On avait une forte liberté qui avait été réalisée dans les démocraties, dans certains peuples européens. Et pour lui, Napoléon représentait justement un certain objectif qui avait été atteint dans l'histoire. Et Napoléon, pour lui, c'était un grand homme qui a réalisé un certain idéal de liberté. Et puis après, il parle de la fin de l'histoire, il considère que quelque chose s'est fini avec Napoléon Ier. Et qu'ensuite, selon lui, la restauration, tout ça, c'est une forme de décadence. Et bien sûr, on ne sait pas ce qu'il dirait à propos d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un temps de décadence? Est-ce qu'on est sur le déclin? Mais ce qui est sûr, c'est que pour lui, il y a quelque chose qui s'est achevé, qui s'est accompli avec Napoléon Bonaparte, qui a répandu, alors évidemment, il y a eu des conflits Napoléon destructeurs, mais Napoléon qui portait une certaine idée de l'Europe. Et peut-être que le projet européen qui a été construit dans les années 50 avec la France et l'Allemagne en 1950, peut-être que si Hegel avait vécu, il nous dirait que finalement, on est en train de construire ce qui avait été ébauché par Napoléon Bonaparte. Mais c'est des questions qui restent ouvertes. On a Wyatt qui nous demande, est-ce que l'histoire se résume comme une suite d'événements historiques ou alors comme une période se déroulant encore? Comme une période qui est encore en train de se dérouler. La question, c'est un peu lié à Hegel. Est-ce que l'histoire, c'est simplement ce qui nous a précédé ou est-ce que c'est ce qui se déroule encore? Bien sûr, c'est ce qui se déroule encore. Nous sommes dans l'histoire. L'histoire, on peut dire que c'est le récit du passé, les événements passés. Mais dites-vous bien que
l'historien, il vit dans le présent et il essaye de comprendre le passé. Donc déjà, la démarche de l'historien, elle s'inscrit dans le présent. C'est un homme du présent, il y a énormément d'historiens aujourd'hui qui étudient le passé. Ensuite, chacun de nous a une histoire personnelle, un vécu. C'est un autre sens de l'histoire. Et dans un dernier sens, on fait tous partie d'une histoire collective, bien sûr. On prend tous part à des événements. Donc, distinguez bien plusieurs sens de l'histoire, vous voyez. L'histoire comme l'ensemble des événements passés, mais ce n'est qu'un sens parmi d'autres. Il y a également l'histoire comme discipline, il y a également l'histoire personnelle, le vécu de chacun, et puis il y a l'histoire collective, laquelle on fait partie d'une histoire collective, aujourd'hui, ici et maintenant. On a quelques questions de méthodo maintenant, si tu veux. Mac qui nous dit: j'ai beaucoup de mal à réviser la philo, j'apprends des éléments mais j'ai du mal à les retenir. Est-ce que tu as des conseils pour l'aider à mieux apprendre? Alors, la question justement, c'est tout à fait normal, c'est les difficultés qu'on peut avoir à réviser, surtout en ce moment, à l'approche du bac, ça peut être hyper stressant. Ce qu'il faut justement vous dire, c'est que grâce à cette approche qu'on est en train de faire travailler les lives, ça peut vous donner quelques clés. Et en fait, je ne peux que vous inviter à poursuivre en fait, le travail qu'on ébauche, qu'on commence à travers ces lives. C'est-à-dire à procéder par sujet. Vous pouvez vous aider justement des sujets qu'on a évoqués ici en live. Des sujets, réfléchissez en fait à des auteurs, 2-3 auteurs importants, clés, qui vous permettent de traiter ce sujet. Et donc, il faut peu à peu vous construire des fiches. Un sujet, quelques auteurs, surtout des exemples, qui permettent de concrétiser le propos. Vous voyez, le grand homme, exemple César. Et puis donc, des idées clés, vous voyez, par auteur. Si ça vous paraît difficile de réfléchir à des sujets, procédez par thème. Alors, histoire, 2 ou 3 auteurs. Pourquoi 2 ou 3 auteurs? Plus, ça serait impeccable, mais 2 ou 3 auteurs, ça peut suffire parce qu'un auteur part partir dans une dissertation, s'il est bien traité, s'il est un peu développé, si c'est légèrement précis, si c'est suffisamment précis, ça peut tout à fait suffire. Un auteur que je consacre à chacune des parties de ma dissertation. Question de méthodo. Comment réussir son troisième axe dans la dissertation? La question, elle porte sur le dernier axe, sur la troisième partie de la dissertation. Comment est-ce qu'on peut la réussir? L'objectif, c'est que vous compreniez que ça doit être un dépassement, en fait, des 2 premières. C'est-à-dire que la première partie, c'est l'opinion commune. C'est là où vous développez ce qui paraît le plus commun, évident, ce qui paraît le plus simple. Ce sont les premières idées qui nous viennent quand on a le sujet sous les yeux. Évidemment, on peut être sans idée face à un sujet. Mais il faudra vous efforcer de vous dire, le premier moment, la première partie, c'est en fait ce qui est le plus répandu. Par exemple, la liberté. Être libre, obéir aux lois, est-ce renoncer à être libre? Le plus évident, ça semble que, oui, dès que j'obéis à quelque chose, je ne suis pas libre. C'est cette idée-là qu'il faut développer en première partie. La deuxième partie, vous venez nuancer ce qui a été dit en première partie. Et la troisième, vous venez développer enfin ce qui paraît le plus pertinent, ce qui paraît le plus fin, le plus abouti. Vraiment les idées qui vous paraissent les plus établies, les plus fortes en quelque sorte. Voyez. Et donc c'est là où vous allez vraiment, on ne peut que vous conseiller en fait de privilégier dans la troisième partie ce qui vous paraît le plus solide quand on s'attaque à un sujet sur le langage ou sur l'histoire, ou sur d'autres sujets. On a pas mal de questions sur l'introduction de la dissertation. Comment est-ce qu'on s'y prend? Moi j'ai du mal. Certains disent qu'il faut définir les mots dans l'introduction et les notions, d'autres disent que non. Qu'est-ce qu'on met comme mots-clés? La question c'est donc en méthodo à propos de l'introduction. Alors justement, bien sûr, il y a des professeurs qui disent ça, d'autres qui disent ça, on s'y perd complètement. Certains disent qu'il faut définir les mots à l'introduction, d'autres non. En fait, je peux que recommander de donner, non pas la définition définitive, mais de donner une première définition des termes les plus importants du sujet. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple qu'on a vu à l'instant, le langage est-il l'expression fidèle de nos pensées? Langage et pensée sont les 2 termes qui sautent aux yeux, importants, de ce sujet. Pourquoi important? Parce que ce sont 2 concepts, 2 notions qu'on a pu aborder pendant l'année. Et bien sûr, les sujets de dissertation se tourneront autour de ce que vous avez vu dans l'année. En tout cas, sont liés à un programme. À partir de là, je vous conseille de clarifier, en fait, dès l'introduction, les termes essentiels du sujet, de donner une première définition. Par exemple, l'histoire. L'histoire a-t-elle un sens? Vous n'allez pas donner toutes les définitions de l'histoire, mais vous allez donner une première définition de l'histoire. L'histoire, on peut la définir dans un premier temps, ou si vous préférez de manière commune, comme l'ensemble des événements. Mais on verra qu'il y a peut-être d'autres définitions possibles. Et c'est ça après que vous prendrez le temps de développer.
Et justement, quel est l'intérêt de donner une première clarification? C'est que ça, en fait, on va, grâce à ça, problématiser. Et souvent, la problématique, c'est ce qui effraie le plus. On se demande comment problématiser. Et bien précisément, qu'est-ce que c'est la problématique? C'est la difficulté qui surgit face à des définitions très communes. L'histoire a-t-elle un sens? L'histoire, c'est la suite des événements. Problème, si on définit l'histoire uniquement comme l'ensemble des événements, il semble que ça n'ait aucun sens. Mais par contre, et c'est là, vous voyez, on commence à problématiser, c'est-à-dire qu'on se confronte à une difficulté. Mais si on estime que l'histoire, c'est pas que cela, comme nous le verrons dans le développement, vous voyez, on commence à annoncer le plan, on pourra voir que l'histoire, c'est également la démarche de l'historien. Et on essaiera de voir donc si celle-ci a un sens. Quelqu'un qui nous demande comment peut-on lier langage et histoire dans une copie? Comment est-ce qu'on peut relier ces deux thèmes? Oui, la question c'est comment est-ce que l'on peut lier langage et histoire? C'est vrai qu'on a rassemblé ces deux notions, pourquoi? Parce que ce n'est pas les plus évidentes qui sont généralement liées entre elles, mais ici on a pu les relier, pourquoi? Parce que le langage a une histoire. Et l'histoire, c'est également l'histoire du langage. C'est-à-dire que le langage a une histoire, bien sûr, parce qu'il s'est développé, enrichi à travers l'histoire humaine, et l'histoire s'étudie à travers un certain langage. Et plus il sera rigoureux, plus on pourra être dans une démarche scientifique. Et c'est pour ça qu'il faut bien que vous pensiez au langage de l'historien. Quel langage l'historien doit-il adopter? Un langage très subjectif, ou au contraire s'en tenir à des mots très neutres, en fait, par exemple, événement, exemple, vous voyez, il procède un peu comme nous en dissertation. Il devrait procéder de manière très neutre pour éviter de recourir à un vocabulaire des passions, un vocabulaire des sentiments qui risque en fait de empêcher d'être rigoureux, scientifique. Oui, Wyatt, ne peut-on pas dire que l'histoire se forge aussi grâce à l'oubli pour effacer des événements douloureux notamment? La question est extrêmement importante également, c'est une question essentielle, c'est bien qu'elle soit posée. Est-ce que l'histoire ne se forge pas également avec l'oubli? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que va dire Ricoeur et d'autres philosophes, vous pouvez utiliser d'autres philosophes, mais Ricoeur va énormément parler de l'oubli. Pourquoi il se centre autant sur l'oubli? Parce que certains gouvernements, certains États ont bien compris qu'il était très intéressant pour eux de manipuler l'histoire, de sélectionner dans le passé tel ou tel fait qui permettait de conforter une situation présente. Exemple, vous l'avez sans doute vu à travers vos cours en histoire, mais certains régimes totalitaires vont carrément réinventer l'histoire et vont laisser dans l'oubli des événements qui ne vont pas les satisfaire, qui ne vont pas conforter leur situation présente. Et au contraire, ils vont sélectionner tel ou tel événement qui vont justifier une situation qui est la leur. Exemple, le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sélectionnait tel ou tel événement en disant que la population allemande descendait de telle ou telle population archaïque, ancienne, pour justifier qu'elle devait dominer l'Europe parce qu'elle l'avait dominée à travers l'histoire. Mais ils oubliaient des nuances, ils oubliaient évidemment d'infinies nuances. Ils oubliaient que ce n'était pas si simple, bien sûr, et que ça ne légitimait en rien une domination brutale et totalitaire d'un peuple sur un autre. Sabrina, pouvez-vous nous dire quelles sont les notions, une question un peu plus générale justement, quelles sont les notions qu'on doit relier entre elles, je pense dans tout le programme, finalement, est-ce que tu as des... Alors, quelles sont les notions qu'on doit relier entre elles? En fait, dès que vous avez un sujet, il faut justement pouvoir vous dire il y a sans doute de quoi puiser dans d'autres chapitres, parce que finalement, énormément de notions sont liées entre elles. Par exemple, art et langage, on l'a vu, langage poétique, mais également conscience, inconscient, liberté, c'est extrêmement lié, à tel point que parfois on les étudie au sein d'un même chapitre. Pourquoi? Parce que est-ce que l'inconscient, justement, ne me prive pas parfois de ma liberté, puisqu'il y a en moi, il y a en chacun d'entre nous, comme dit Freud, des désirs inconscients qui peuvent nous amener à faire telle ou telle action sans qu'on l'ait décidé. Donc ça vient remettre en cause peut-être notre libre arbitre. Également, désir et bonheur, c'est très lié. Est-ce qu'il suffit de satisfaire tous ces désirs pour être heureux? D'ailleurs, c'était l'objet d'un live qu'on avait fait sur désir et bonheur cette année. Donc beaucoup de notions, art, travail technique. Finalement, qu'est-ce qui distingue l'artiste de l'artisan? Et là également, je vous renvoie d'ailleurs à un live qu'on avait fait sur travail technique, en montrant la distinction entre artiste et artisan, que fait Alain par exemple. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire des liens. Écoute, c'est pas mal. Dans la dissertation,
est-ce qu'on peut donner son opinion? Est-ce qu'on doit rester 100% objectif? Alors, dans la dissertation, soyez le plus objectif possible. En fait, quand je vous disais justement dans le grand 3 de faire appel à ce qui vous paraît le plus pertinent, ça ne signifie pas, bah, moi je pense que. Déjà, il ne faut jamais utiliser le je, parce qu'il faut utiliser le nous. Ça montre qu'on réfléchit avec les autres. Et surtout, dans un grand 3, il faut faire appel en fait, à des auteurs qui permettent, selon vous, de développer des idées que vous considérez comme pertinentes. Vous voyez, il faut penser avec les auteurs, parce qu'on vous demande de développer une culture philosophique, d'avoir des références en philosophie. C'est ça l'enjeu d'une dissertation pour l'épreuve du bac. Donc faites appel à des auteurs auxquels vous faites appel parce que justement vous considérez que, ils développent des idées pertinentes selon vous. Mais vous voyez, ce n'est pas vous qui pensez à la place des auteurs, c'est les auteurs qui vous permettent d'enrichir votre pensée. Et c'est là tout l'enjeu, vraiment. Donc ce n'est pas les auteurs pensent à ma place, ce n'est pas non plus je pense à la place des auteurs, mais c'est nous pensons. Et c'est les auteurs enrichissent notre pensée. Donc voilà, je vous remercie pour justement ce live sur langage et histoire. On sera emmené à en faire d'autres justement d'ici le bac. C'est essentiel de réviser justement ces notions. Donc je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.